Culture Soccer. La MLS est bel et bien après cette pause internationale. Et oui, effectivement, la semaine passée, il y a eu aussi quelques matchs. Le dernier épisode, vous avez entendu mon collègue Anthony de Varenne vous parler de certains matchs. Mais cette fois-ci, on a l'impression que tous les clubs sont finalement de retour avec des matchs joués en milieu de semaine. Aujourd'hui, je suis là pour en parler. Donc, à l'animation, Adi Raphaël, pendant qu'Anthony prend un repos bien mérité. Et je suis rejoint par un ami que j'ai rencontré sur la Twittosphère, avec qui j'ai fait plusieurs podcasts et que je suis très heureux de recevoir ici pour la première fois sur le podcast Culture Soccer. Vous l'avez déjà entendu sur CSL Érable, mais la première fois sur Culture Soccer. Et c'est Alexandre Ganguet-Ruzic. Salut Alexandre, ça va bien? Ben, ça va très bien, Adi. Je suis ravi de te rejoindre aujourd'hui sur le podcast Culture Soccer. Il y a beaucoup à parler dans la MLS. Ça bouscule comme toujours. Et puis, ça fait un plaisir qu'on puisse parler un peu du présent de la MLS, un peu du futur et un peu, je suppose, parce qu'on parle des matchs qui sont déjà passés, un peu du passé de la MLS. Alors, on fait un petit tour de tout aujourd'hui. Exactement, on fait le tour de la question comme tu l'as si bien dit. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas en premier, on va en parler un peu plus tard de comment on peut te rejoindre, mais juste pour expliquer un peu pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, tu es un étudiant en journalisme en Colombie-Britannique. Donc, tu es quelqu'un qui est qui suit de très, très près les Whitecaps de Vancouver, bien évidemment. Par contre, bien évidemment, tu suis aussi toute la MLS et tout ce qui se passe en soccer, mais aussi tu suis d'autres sports. Donc, un gars qui adore le sport et qui respire le sport, mais avec, bien évidemment, de plus près le football et le soccer en Amérique du Nord. Donc, voilà pour ceux qui ne te connaissent pas. On parlera plus tard de tes comptes Twitter et de tes projets avec Between the Sticks. C'est un super bon site web qu'il faut aller visiter. On parlera de tout ça en long et en large à la fin du podcast. Commençons directement par les nouvelles en MLS, Alexandre, si tu me permets. On commence en premier avec MLS is Next. La MLS Next. Qu'est-ce que la MLS Next? C'est un programme fait par la MLS pour trouver un certain moyen de rapprocher les académies de tous les clubs de la MLS ensemble. Donc, il y a plusieurs équipes qui peuvent rentrer là-dedans. Cette année, on se concentre surtout sur les U15, les U16, les U17 et les U19. Et cette année, ils ont décidé de faire des playoffs, donc vraiment des séries durant cette saison de la MLS. Une longue saison de MLS Next. Un peu plus que 3500 matchs joués durant cette saison déjà. Et là, on est en train de parler des playoffs. Il y aura 32 matchs, il y aura 32 matchs de playoffs dans chacun des groupes, donc U15, U16, U17 et U19. Durant toute cette saison, il y a eu 128 équipes qui se sont battues pour la MLS Next et pour devenir les champions de la MLS Next dans leur catégorie d'âge. Écoute, une initiative, Alex, qui est quand même très intéressante de voir que la MLS pense, comme tu l'as dit un peu plus tôt en ouverture, pense au futur de la Ligue, non? Oui, c'est quand même intéressant. J'étais quand même surpris par l'annonce qu'on a vue, je pense que c'était fin 2020, début 2021 pour cette MLS Next. Et puis, c'est juste intéressant de voir un peu tout ce qu'ils voulaient faire avec ce programme-là. Il y a toutes les équipes MLS, bien sûr, mais il y a beaucoup d'équipes amateurs qui sont impliquées. Je pense que ça, c'est une bonne chose, que quand même, c'est juste pas les équipes MLS seulement, parce que je pense le grand truc avec l'Amérique du Nord qui peut nuire à ces types de ligues-là, c'est juste le continent, il est trop grand. Genre, c'est pas normal de demander des jeunes de Vancouver d'aller jouer des jeunes d'Orlando. C'est pas comme en France, par exemple, tu peux jouer tout le monde dans le pays. Ils sont genre de 4 à 5 heures en train. Ici, au Canada, tu peux pas faire Vancouver à Orlando. Alors, c'est bien de voir qu'ils ont quand même mis des petits clubs. Juste en voyant l'horaire ici, je vois Sacramento, par exemple, ils sont en USL.
Il y a plein de petits clubs de partout, mais il y a bien sûr vos Vancouver, vos Seattle, vos Portland, vos Montréal, etc., etc. Alors, je pense que quand tout le monde puisse s'impliquer, bien sûr, les trois équipes canadiennes sont pas capables de participer à ce moment avec la pandémie. Je pense que ça pourrait être une bonne façon pour ces jeunes de jouer des bonnes équipes, mais de façon plus raisonnable. Et puis à la fin, genre avoir des playoffs où tu peux jouer contre des grandes équipes. Vous pouvez genre voyager plus. Alors, j'espère que ça puisse donner un équilibre parce que d'après ce que j'ai vu, ça donne un peu plus d'équilibre qu'avant où c'était sûrement de mon perspective ici à Vancouver. On voyait toujours les jeunes, ils passaient à Dallas, ils passaient tellement toujours loin pour jouer leur match. Alors, j'espère que ce programme-là puisse changer ça. Oui, effectivement. Donc, le but, c'est effectivement de jouer le plus souvent des équipes de la région pour après, comme tu l'as dit, à la fin de la saison régulière, se retrouver dans un sorte de tournoi pour jouer les playoffs. Cette année, c'est à Dallas, enfin à Frisco, au Texas. Donc, ça veut dire que c'est une bonne chose, comme tu l'as dit. Je pense que c'est une bonne chose. Après, bon, tu l'as mentionné aussi. Pas d'équipe canadienne cette année à cause de tous les problèmes pandémiques et que le fait que les équipes américaines ne peuvent pas rentrer au Canada, les équipes canadiennes peuvent aller aux États-Unis, mais ils sont obligés de faire leur quarantaine. Bref, tout ce qu'on a connu, même en MLS, c'est la même chose du côté des jeunes. Donc, aucune des trois équipes canadiennes n'a participé à cette MLS Next cette année. Ils devront faire partie de tout ça l'année prochaine, si tout va bien, bien évidemment. C'est dommage parce que juste pour mentionner un peu à nos auditeurs qui ne sont peut-être pas au courant, les trois équipes canadiennes ont quand même des académies assez réputées. On n'est pas en train de dire des académies réputées au style de Dallas, parce que Dallas, c'est un autre niveau, c'est une coche bien au-dessus. Par contre, c'est quand même des équipes, et Vancouver, et Toronto, et Montréal. C'est des clubs qui ont des franchises qui ont réussi à développer quand même de très bons joueurs. Ça s'est un peu moins vu quand vous allez voir le nombre de professionnels qu'ils ont sortis, parce qu'il y a toujours des petits problèmes, surtout dans l'organisation des Whitecaps et dans celle de Montréal, où malheureusement, il y a ce manque d'équipe réserve qui fait en sorte que la progression n'est pas aussi bonne que ce qu'on voit, par exemple, à Toronto, où ils ont une ou même parfois deux équipes réserves qui font jouer leurs jeunes et qui, malheureusement pour nous, Montréalais et fans de Vancouver, on ne voit pas vraiment ce développement à cause du manque de cette équipe réserve. Est-ce que tu penses que, oui, on n'est pas encore en train de parler d'équipe réserve parce qu'il y a aussi quelque chose qui s'en vient pour Vancouver et pour Montréal pour aider ce côté-là. Mais par contre, c'est quand même une bonne chose, comme tu l'as dit, non seulement de jouer dans les régions, mais aussi de jouer des matchs compétitifs dans quand même une organisation quand même assez faite pour donner une chance à ces joueurs-là, ces jeunes joueurs-là de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans et de 19 ans de briller, non? Ouais, non, je pense que pour moi, je suis plus curieux par la présence des équipes USL vraiment parce que on voit vraiment ces académies font des bonnes choses. Je Ouais. pense immédiatement le joueur que j'ai beaucoup vu circuler dernièrement sur les médias sociaux, je pense c'est Jonathan Gomez, son nom, Ouais. il est à Louisville. Lui, il a passé par les académies de Louisville et puis il joue en USL et puis l'équipe nationale mexicaine et américaine est en train de le convoquer pour essayer de l'avoir dans leurs équipes. Ça montre qu'il y a du talent. Ça, c'est juste un exemple parmi beaucoup. On peut Ouais. parler des heures et des heures comme la USL. Ils ont plein de talent, mais à cause d'un peu cette séparation dans le pyramide entre MLS et USL, il y a plein de talents qui restent en USL, ils font pas. Et puis, chaque fois qu'on voit un Tyler Pasher, on voit Marc-Anthony Kaye, on réalise le talent qu'il y a. Alors, je pense que c'est bien qu'il n'y a pas juste des équipes MLS qui s'impliquent parce que je pense que c'est un bon test pour ces équipes MLS de jouer contre les autres jeunes et juste, c'est toujours bien. Et puis, un peu juste de retour au point de Vancouver et Montréal, je suis curieux de voir l'impact de la pandémie sur leurs jeunes parce que quand même, comme tu as dit, Toronto, ils sont chanceux. C'est quand même de mon perspective, je suis presque jaloux de voir chaque semaine TFC2 jouer. Tu vois les Jaquil Marshall, Rudy, Jade Nelson, par exemple, quelqu'un comme Luke Singh qui a commencé la saison à Toronto avec la première équipe.
tous leurs défenseurs sont de retour. OK, on l'envoie en USL, il joue tous les matchs. C'est genre un peu, c'est une opportunité fantastique et j'ai peur pour plusieurs jeunes sur les deux équipes, les Whitecaps et Montréal, qui ont beaucoup de leurs meilleurs joueurs entre, je pense, l'âge de 18 et 23 ans. Parce qu'ici, à Vancouver, les 18 ans, au moins, ils jouaient, moins de 18 ans, parce qu'ils avaient droit. Mais si tu avais entre 18 et 23 ans, ils n'étaient pas capables de jouer des matchs jusqu'à il y a un mois, pour 1 an et demi. Alors, je suis quand même inquiété de voir comment ça va avoir un impact à long terme et voir cette manque de vraiment 2 saisons comparé à les équipes américaines. Et puis, même Toronto, ils ont perdu 1 saison, mais au moins là, ils sont en train de jouer. Je suis très curieux de voir cet impact parce que ça peut avoir un impact à long terme pour certains joueurs qui étaient sur le point de progresser, puis maintenant, ils recommencent à zéro. Alors ça me fait un peu peur aussi. Non, c'est sûr. Mais je pense que l'impact de la pandémie a été très grand pour beaucoup de joueurs, non seulement les jeunes joueurs, mais les jeunes joueurs, tu as complètement raison, parce qu'ils arrêtent leur progression, comme tu l'as dit. Ils ont besoin de jouer, ces jeunes joueurs-là. Mais j'ai bien aimé aussi tes exemples en parlant de Gomez, en parlant de Pasher, le joueur qui est maintenant à Houston, qui est finalement arrivé en MLS à 26 ans, qui était tellement bon en USL. À 26 ans, il arrive en MLS, puis là, il est excellent avec Houston. Il a même été appelé en équipe nationale canadienne, tellement il a impressionné le staff. Donc, comme quoi, il faut faire attention. Tu as mentionné aussi McAtee Gay, qui est aussi un exemple extraordinaire, qui flambe à Los Angeles FC depuis 2-3 saisons déjà. Mais aussi, c'est quelqu'un qui vient de l'USL. Donc, aussi, la MLS Next va permettre à ces jeunes-là, ces talents-là, d'être découverts plus tôt que ce qu'ils sont maintenant. Tu as mentionné aussi l'Académie de Louisville, qui est une excellente académie, comme tu l'as dit. Il y en a beaucoup aussi en USL, comme tu l'as dit aussi. Donc, bref, une autre plateforme, et je pense qu'il va améliorer non seulement l'avenir de ces jeunes-là, mais aussi va donner aussi une plateforme au réseau de recrutement de chacun des clubs de la MLS pour aller venir recruter et dire, tu sais quoi, on va pouvoir regarder ça et peut-être qu'il y a de bons joueurs, on va leur offrir des contrats, on va les faire venir chez nous. Donc aussi, ça donne des opportunités aussi au réseau de recrutement de la MLS de recruter ces jeunes joueurs au lieu d'attendre jusqu'à 26 ans comme on a fait avec Tyler Pasher. Donc, voilà, une très, très bonne... j'ai bien aimé ta réponse, Alex, par rapport à tout ça. Juste immédiatement, un autre nom qui me vient à la tête, c'est Caden Clark, par exemple. Parce que Minnesota, il vient de Minnesota, il était dans la région d'académie de Minnesota. Je pense qu'il a commencé là-bas. Minnesota, leur académie, ils ont du talent, mais ils ne sont pas vraiment bons à prendre ce talent et le mettre dans leur équipe. New York l'a vu. Ils l'ont mis dans son équipe. Il est à Leipzig maintenant. Pas maintenant, mais il a signé à Leipzig. Je pense qu'il va y avoir plein de cas comme ça, comme s'il y a des joueurs qui sont découverts plus tôt, ils n'ont pas peut-être l'opportunité à leur club ou une équipe MLS voit quelqu'un à USL. Je pense que ça peut seulement avoir plus d'histoires comme Caden Clark, par exemple, parce que c'est quand même rare qu'on a vu ça, qu'il a passé d'une académie à une autre, et puis maintenant, il est déjà à 18 ans. Il va passer à une grande club européenne. En plus, il va complètement dévancer. Genre, généralement, on voit comme... les autres joueurs avec les Red Bulls, c'est Red Bulls à New York et puis Salzburg et Leipzig, mais lui, il passe directement à Leipzig. Ça montre quand même qu'il y a du talent dans ces académies-là. Alors, je suis aussi très curieux de voir comment ça va impliquer certains jeunes joueurs. Est-ce qu'on va voir est-ce que quelqu'un comme un Jonathan Gomez, s'il a joué MLS Next, est-ce qu'il va avoir des équipes qui auraient gardé un œil sur lui aussitôt qu'il a 16-17 ans, est-ce qu'on va voir des transferts de 1 million, 2 millions, 3 millions pour avoir ces joueurs en sachant qu'ils puissent être des très bons joueurs, pas seulement pour l'équipe, mais aussi dans 3-4 ans, qu'ils puissent être vendus pour des grands sommes à des grosses équipes. Je pense que ça peut seulement montrer plus d'histoires comme ça. Alors, ça serait aussi genre un très, très bon positif de tout cela. Oui, effectivement. Et tu l'as mentionné, donc Caden Clark qui a signé à Leipzig. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le prodige des Red Bulls de New York dont on parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, finalement a été transféré à Leipzig. Et il est reprêté à New York jusqu'à la fin de la saison 2021. Donc, il rejoindra au mois de janvier Leipzig. À part si Leipzig décide de prolonger son prêt, ce que je doute très, très fort. Il y a un autre aussi qui avait fait ce genre
de transfert-là. C'était Tyler Adams aussi qui était parti direct de Red Bulls de New York sans passer par Salzbourg, d'aller directement à Leipzig. Donc, un autre exemple du côté de ça. Mais par contre, c'est un joueur, Caden Clark, qui n'a pas fait, comme tu l'as mentionné, n'a pas fait le cheminement normal MLS à Salzbourg, comme l'a fait par exemple Brendan Aronson. Brendan Aronson est parti à Salzbourg au lieu d'aller directement à Leipzig. Donc, c'est intéressant de voir que ces jeunes pépites MLS sont en train d'attirer des gros clubs et qui n'ont plus besoin de passer par une étape intermédiaire. Avec tous mes respects pour Salzbourg, qui est un énorme club en Autriche, mais on est en train de parler de Salzbourg versus Leipzig, qui se bat pour le titre en Bundesliga, même s'il l'a perdu cette année. En fait, il n'a jamais gagné encore, mais il se bat de plus en plus à chaque année pour le club. Il se rapproche du Bayern de Munich et de Borussia Dortmund de chaque année encore plus. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Donc la MLS Next va pouvoir aider à ces pépites à se faire voir beaucoup plus tôt. Passons au deuxième sujet, si tu me permets, Alex. La MLS a annoncé la création d'une seconde ligue professionnelle qui a pour but de joindre cette plateforme de MLS Next et le monde pro, donc et la MLS en tant que telle. On l'a déjà dit, Montréal et Vancouver, par exemple, sont des équipes qui n'ont pas d'équipe réserve. Donc, il y avait du mal entre les 18 ou les 19 ans et le monde professionnel. Il y avait du mal à donner une opportunité aux jeunes de continuer leur développement de post-formation si jamais il n'y avait pas d'équipe réserve. Ça a toujours été un problème pour Montréal, ça a toujours été un problème pour les Whitecaps et plein d'autres équipes à travers la MLS qui n'ont pas d'équipe réserve. On vous parle de Montréal et Vancouver parce que c'est celle qu'on connaît et qu'on a directement sous la main. Donc, ce qui est intéressant avec cette seconde ligue-là, il va y avoir bien évidemment ce qu'on appelle des équipes réserves de la MLS. Pour beaucoup pour Montréal, pour Vancouver et pour plein d'autres, ce sera des équipes U23, donc des joueurs en dessous de 23 ans. Mais par contre, ça pourra aussi donner l'opportunité à des joueurs qui sont en manque de temps de jeu d'aller faire un tour. Donc, il pourrait y avoir, ce sera vraiment légitimement des équipes réserves ou, par exemple, disons, un joueur a été blessé pendant 2 mois, on peut l'envoyer dans l'équipe réserve, dans cette seconde ligue professionnelle, qu'il a joué 1 ou 2 ou 3 matchs et qu'il revienne complètement prêt en ayant joué des matchs, en ayant été un peu dérouillé et revenir un peu avec l'équipe première. D'après la MLS, ça va être une ligue qui va se dérouler de fin mars à début décembre et elle commence l'année prochaine en 2022. Il y a jusqu'à présent 20 clubs MLS qui feront partie de cette ligue-là, 20 clubs déjà confirmés MLS. On n'a pas eu les noms encore. On sait que Montréal sera là, on sait que Vancouver sera là, ça on le sait parce qu'on suit nos clubs de très très près. Mais il y en aura 18 autres parmi ceux-là. Et ce qui est très intéressant, et je vais avoir ton avis là-dessus, cette ligue va ouvrir les portes à d'autres marchés et à d'autres propriétaires pour faire partie de cette ligue. Donc, par exemple, si jamais on veut Indy 11, par exemple, qui joue en USL, si les propriétaires décident de faire le pas en avant, ils pourront faire une demande d'expansion pour faire partie de cette seconde ligue-là. Oui, ce ne sera pas la MLS, mais ce sera cette seconde ligue professionnelle. Et ça donnera la chance à d'autres marchés de se faire valoir et de montrer leur potentiel pour peut-être un de ces jours rejoindre la MLS ou autre, ou d'autres possibilités, peut-être faire une troisième ligue avec une sorte de promotion-relégation. Bref, on spécule par rapport à tout ça. Mais est-ce que tu trouves ça intéressant, cette deuxième ligue professionnelle que la MLS annonce? Premièrement, j'aime l'idée juste d'avoir cette équipe réserve. Mon Dieu, une ligue réserve, je dirais, pour les moins de 23. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire pour plusieurs clubs. Sûrement, c'est juste parce que avec le format qu'on a présentement, c'est difficile de maintenir une deuxième équipe. Il faut avoir beaucoup d'argent. Bien sûr, utiliser les Whitecaps comme un exemple de près. Ils ont décidé de créer une équipe en 2014 ou 2015. C'était une superbe équipe. Ils ont joué 3 saisons en USL. Ils avaient des bons joueurs. Ils gagnaient des matchs. Et puis, ils ont tout d'un coup, ils ont tout coupé parce que c'était trop cher. C'était trop cher maintenir un stade, avoir toute une équipe, le voyage et tout ça. Et je pense qu'avoir une ligue où toutes les équipes puissent avoir un lieu centralisé à avoir cette ligue réserve, je pense que ça peut seulement aider
genre la capacité à maintenir cette ligue-là. Je pense que ça va être beaucoup plus facile à maintenir des équipes réserves quand c'est genre ce système-là. Alors pour moi, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça va être bien de voir genre un mélange de joueurs qui puissent pas passer dans la première équipe. Ils sont 21 ans, 22 ans. Quelques joueurs qui vont être là pour genre s'ils sont blessés, par exemple, ils puissent jouer 40 minutes. Et puis aussi, ça va être bien pour les joueurs de 15, 16 ans qui sont genre assez bons de façon talent pour jouer dans la première équipe, mais peut-être t'as peur qu'ils vont se faire bouffer un peu physiquement dans le terrain, sûrement en MLS où c'est une ligue très physique. Au moins, tu peux leur passer 6 mois dans cette deuxième ligue-là pour voir un peu comment ils réagissent face à d'autres joueurs qui poussent à passer à un autre niveau. Alors, je pense que c'est bien. Je pense que ça peut seulement être quelque chose de bon avoir des équipes réserves. Je pense que tu vois, la plupart des équipes qui ont des équipes réserves, ça vient. Il n'y a que des bons résultats qui en sortent. Même, je pense, quand les Whitecaps sont là, juste l'impact de cette équipe euh, Whitecaps 2, qu'on les appelait. Il y avait Alphonso Davies qui a passé par là. Tu regardes la CPL, il y a au moins 10 ou 12 qui ont passé par la USL. Il y en a certains aussi qui jouent dans la MLS. C'est un super truc à avoir. Alors moi, je suis content. En termes des équipes professionnelles, je suis très curieux de voir en premier quel type d'équipe. Est-ce que ça va être des équipes nouveaux qui jouent à des lieux genre qui sont pas du tout comme, je sais pas, tu sais, genre, c'est vraiment des nouvelles équipes, des équipes, par exemple, à Idaho, j'utilise un exemple. Je sais pas s'ils ont beaucoup d'équipes là-bas. Est-ce que ça va être des petites équipes comme ça? Est-ce que ça va être des équipes comme les Indy 11, les Sacramento Republic, les Phoenix, ou ça va être des équipes connues? Est-ce que ça va être des inconnus? Alors, je suis quand même curieux de voir ça. Et puis, je suis curieux de voir le niveau de ces équipes-là quand ils jouent. Est-ce qu'ils vont être bons? Est-ce qu'ils vont être comment est-ce que ça va comparer? Parce qu'avec toutes les équipes MLS, je pense que ça va être quand même similaire. Leur académie joue tous à un niveau similaire. Maintenant, avec MLS Next, ça va être plus évident de la U15 jusqu'à U19 qui jouent à un niveau similaire. Je suis curieux de voir comment ces équipes amateurs, ou pas amateurs, mais professionnelles comparent à ceci, mais ça se peut juste en regardant la MLS Next qu'ils sont tous impliqués dans la MLS Next. Alors, dans ce cas-là, si une équipe, juste en regardant ici sur la MLS Next, Jacksonville FC, c'est la première équipe que j'ai trouvée par hasard. Si un Jacksonville FC, il joue dans cette ligue de U23 où je pense que le nom que j'ai entendu, c'est MLS 2. Juste, c'est un peu comme on ne connaît pas le nom encore. Ils ont dit qu'ils vont l'annoncer dans les prochains jours. Je pense que MLS 2, on peut assumer que c'est quelque chose de proche à ça. Si Jacksonville, je suis curieux de voir s'il y a un Jacksonville, comment est-ce qu'ils réagissent, comment est-ce qu'ils jouent, s'ils utilisent de façon primaire les jeunes qu'ils ont recrutés, ils ont développés en MLS Next, comment est-ce qu'ils vont adapter au prochain niveau? Alors, pour moi, je suis plus curieux de voir quel genre de niveau ces équipes vont avoir parce que si ces équipes indépendantes ils poussent le niveau, ils sont bons, ils développent l'académie, ils ont une bonne académie. Je pense que c'est super. Ça va seulement augmenter le niveau, ça va faire réaliser certains clubs d'MLS, genre, OK, si eux, ils ont moitié de notre budget, puis ils sont en train d'être compétitifs avec nous, peut-être il y a des notes à prendre, mais je suppose si on va jouer un peu un côté versus l'autre côté, c'est si leur niveau est pas assez bon, ça peut être un peu genre pourquoi ils sont dans la ligue, qu'est-ce qu'ils font là. Alors pour moi, je souhaite j'aime ces histoires des petits clubs américains. Alors je souhaite qu'ils sont bons et qu'ils forcent les autres équipes MLS à pousser leur niveau et faire des bons choix. Mais pour moi, c'est la chose que je suis plus genre intéressé de voir comment ils réagissent à ce niveau-là. Ouais, non, c'est sûr, ça va être très intéressant. En tout cas, le but de la MLS, c'est d'ouvrir les portes de la MLS à d'autres marchés. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, est-ce que ça veut dire, je pense qu'ils ne vont pas aller trouver une autre équipe, par exemple, à New York. C'est bon, New York est déjà couvert. Ils vont aller dans des villes où il n'y a pas vraiment d'équipe professionnelle de soccer et aller chercher ce genre de ville-là. Et c'est ça qui peut être intéressant parce que quand tu y penses, tu crées une certaine culture de soccer aussi. Si jamais tu vas dans des marchés
qui sont pas habitués à avoir une équipe professionnelle. Ils vont avoir une équipe professionnelle. Si jamais il n'y a pas l'envie autour d'avoir ou l'argent autour pour avoir des équipes de MLS énormes où ils vont mettre énormément d'argent parce que maintenant ça coûte très cher d'avoir une franchise MLS, au moins ils auront la chance d'avoir un peu cette petite équipe-là et découvrir c'est quoi la MLS et peut-être tomber amoureux du sport. Il va y avoir plein de personnes qui n'aimaient pas peut-être le soccer qui vont devenir amoureux de soccer et ça devait développer la culture du sport et du sport de soccer à travers les États-Unis, encore plus. Déjà que la culture et le soccer en tant que tel est devenu un sport beaucoup plus respecté aux États-Unis que ce qu'il était il y a 10-15 ans. Donc, ça avance, mais là, on est en train de donner encore plus un gros push pour encore améliorer et encore plus toucher encore plus de monde avec ce sport-là, ce qui est quand même très, très, très intéressant, je trouve. Donc, voilà pour ce deuxième segment par rapport à cette ligue professionnelle. On vous gardera au courant, bien évidemment, ici sur Culture Soccer, ce qui se passe avec le développement de cette ligue. On nous a dit que tout au long de l'année, ils vont nous annoncer au fur et à mesure c'est quoi qui va se passer avec cette ligue-là, le nom, le logo, le nom des équipes qui vont participer et ainsi de suite. Donc, on vous tiendra au courant, bien évidemment, sur Culture Soccer de ce qui se passe avec ça. On va passer au dernier segment un peu de ce podcast. C'est bien évidemment les matchs de MLS, comme on fait à chaque semaine. On va commencer en premier par le match entre Orlando City et les Earthquakes de San Jose. Ça a été joué mardi soir. Un score très, très large pour Orlando. Une victoire de 5-0. Oui, vous avez bien entendu, 5-0. On a du San Jose complètement typique. Hein? On a l'habitude de voir du San Jose. C'est soit on perd 5-0, soit on gagne 5-3. N'est-ce pas, Alex? San Jose, il continue à être une équipe tellement bizarre. Honnêtement, ce que je respecte toujours d'eux, c'est qu'en leur connaissance, si on voit leur prochain match cette fin de semaine, ils vont jouer la LA Galaxy, une équipe qui sont en bonne forme. Ils vont probablement gagner 3-2. Alors, ce que j'aime avec San Jose, ils ont genre une mémoire courte. Et ça rentre dans la tête, ça sort. Mais des fois, ils ont des matchs comme ça. Tu vois ça, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu genre, c'est une implosion. Tu regardes les buts, c'est juste la façon qu'ils défendent. On peut se demander comment ça peut être une équipe de play-off et puis la semaine prochaine, ils vont jouer comme une équipe de play-off. Alors, c'est pas beaucoup à dire, mais j'ai regardé Orlando, beaucoup de crédit à Orlando pour leur performance. Genre, le premier titularisation de Daryl Dike cette année, après son retour, il a bien marqué avec 2 buts quand même. Nani continue à marquer et faire des passes décisives, un but de passe décisive. Puis juste, c'était un autre joueur comme Benji Michel qui est un peu des fois oublié à Orlando. Il a joué bien sûr pour les U23 américaines lors des qualifications olympiques. Il a marqué 2 buts et puis c'était juste une performance complète d'Orlando. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est qu'ils ont fait plusieurs changements après avoir battu Toronto à la fin de semaine et puis ils ont réussi à maintenir un bon niveau. Alors, je continue à être impressionné par le projet d'Oscar Pereira. Il est quand même un très bon entraîneur. Il continue à montrer ça avec les résultats pour Orlando. Effectivement, Orlando a été extraordinaire et on l'a dit ici, Oscar Pereira, un excellent entraîneur qui enfin a les moyens. Il n'avait pas trop de moyens quand il était à Dallas. Là, il a beaucoup plus de moyens du côté d'Orlando. Une franchise qui est en vente bientôt, donc on attend. On est en train de parler, juste pour vous mettre au courant un peu de l'évaluation des franchises MLS. La vente se déroule et on est en train de parler de 400 millions de dollars pour cette vente. 400 millions de dollars pour une franchise MLS. Je pense que déjà, c'est énorme. Je pense qu'il y a des clubs européens qui sont centenaires qui ne veulent pas autant. Donc, c'est quand même assez important ce qui est en train de se passer du côté de la MLS. Mais revenons un peu au match. Tu as mentionné un peu, tu as donné des fleurs, bien évidemment, à Dike, à Benji Michel, à Nani. C'est exactement ce qu'il faut faire parce que quand tu regardes un peu leur match, ils ont été extraordinaires de manière individuelle. Tu as parlé de l'entraîneur Oscar Pereira, mais tu regardes un peu le match de manière tactique. On a vu encore une fois un pressing haut de la part d'Orlando, essayer de récupérer le ballon très haut sur le terrain. Et on a vu une équipe de San Jose un peu coupée en deux, scindée en deux, et c'est ce qu'on voit souvent quand San Jose ne va pas bien, c'est que malheureusement, on sent qu'il n'y a pas de lien entre le milieu de terrain et l'attaque,
on sent qu'il y a un gros vide et on sent que les ballons ne vont jamais arriver aux attaquants. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. À chaque fois, sur les 5 buts, enfin sur 3 des 5 buts, c'est une récupération au milieu de terrain où soit Jackson Yueill, soit Judson, soit un de ces milieux de terrain-là n'arrivait pas à se défaire du pressing d'Orlando. Récupération, contre-attaque d'Orlando, but après. Est-ce qu'on a un problème au milieu de terrain du côté des Earthquakes, selon toi? Ben, j'étais dessus avec Jackson Yueill. Sûrement, je pense que c'était le 2e ou 3e but. Il a fait une passe vraiment mauvaise et puis il a fait aucun effort à revenir sur le but. Je pense que c'était le but un des buts de DK, il me semble, si je me rappelle correctement. C'est bizarre parce que quelqu'un comme Judson, quand il est à son niveau, il est excellent au milieu de terrain, défensivement. Il manque un peu d'habileté sur le ballon. Tu peux voir ça, des fois, il ne joue pas vraiment. C'est bizarre de dire ça d'un Brésilien. Hein? Ouais, il est quand même pas typique d'un Brésilien, mais c'est bizarre de juste regarder la compo de San Jose. C'est pas vraiment un milieu de terrain qui inspire. Bien sûr, ils ont Espinoza, mais il joue plus sur la gauche. Et puis, c'est Wondolowski qui est mis en numéro 10. C'est pas vraiment sa position idéale. Et ça met beaucoup de pression sur Yueill et Judson. Et je pense que Judson, il est capable de jouer dans ce double pivot. Mais Jackson Yueill, il est un peu bizarre comme joueur. Quand il est très bon passeur du ballon, il y a une raison pourquoi il a joué plusieurs matchs pour les États-Unis et puis pourquoi il est quand même respecté parmi être un bon milieu de terrain en MLS. Mais juste, des fois, quand tu le presses fort, il réussit pas toujours à jouer avec ça. Pour lui, il est un joueur qui aime reculer, avoir de l'espace, regarder, lever sa tête, voir les passes. Et puis avec lui, si tu mets un peu de pression dans sa tête, des fois, il réagit pas bien à ça. On a vu ça avec les U23. Par exemple, l'Honduras a mis beaucoup de pression sur lui. Il a eu de la misère à jouer à partir de ça. Et je pense que ça va être intéressant de voir si de plus en plus d'équipes vont faire ça parce que c'est simple la formule de San Jose. Ça va toujours être Yueill et Judson. Judson, il n'est pas techniquement doué comme on a dit. Soit tu mets un pressing sur Judson, il va avoir de la misère. Ou tu mets un pressing sur Yueill, il est très techniquement bon, mais il ne réagit pas toujours le mieux face à cette pression-là. Je pense que c'est facile à presser 2 milieux de terrain comme ça, avec ces dimensions-là. Tu presses, tu mets 1 ou 2 joueurs sur Yueill, soit il passe le ballon à Judson, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose. Ça va être curieux de voir comment les équipes réagissent à ça. Puis c'est maintenant à Almeida de trouver une contre à ça. Est-ce que tu mets un autre milieu au lieu d'avoir 2 attaquants en Wondolowski et Rios? Parce que comme tu as vu versus Orlando, peu importe si tu as 2 attaquants, si ils ne reçoivent pas le ballon, et je pense ils ne vont rien faire, effectivement. Je pense que c'est un peu un précurseur à ce que je vais parler avec les Whitecaps bientôt, alors c'est bien qu'on mentionne ça, mais ouais, je suis curieux de voir, par exemple, sur le banc, le premier nom qui me sort, Shea Salinas. Pourquoi pas mettre quelqu'un comme lui, au moins il peut jouer comme un numéro 8. Mais c'est quelqu'un de couloir d'habitude, Salinas. Il joue plus sur au moins, Salinas, soit il peut jouer en 8, soit il peut jouer en aile. Tu mets lui sur l'aile, Espinoza peut aller dans le milieu et jouer plus, aider de progression. Au moins, essayer quelque chose comme ça. Parce que juste en regardant cette formation-là, le 4-2-3 avec 2 milieux de terrain un peu qui ont beaucoup qui ont des limitations en termes de pressing, ça peut être très facile à presser. Je pense que ça peut nuire à ce que San Jose fait. Oui, effectivement, j'aime beaucoup ton analyse, effectivement. Et tu l'as dit, les 2 milieux de terrain, c'était Judson et Yueill. Et le 3e, c'était Wondolowski qui, bizarrement, a été placé en tant que faux 9, voire numéro 10, dépendamment de comment vous le voyez. C'était quand même assez bizarre. Parlons un peu, tu as parlé de la qualité de l'effectif d'Orlando. Moi, je veux parler de la qualité de l'effectif de San Jose. On n'a pas beaucoup de qualité. Hein? On a parlé de Jackson Yueill, c'est un excellent joueur, mais sauf que, comme on l'a dit, quand il est sous pression, il y a un problème. On ne va pas reparler de Chris Wondolowski, de mes joueurs préférés. On sait combien il est bon en finition. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Par contre, tu regardes des joueurs comme Rios,
comme Thompson, comme même Salinas commence à être vieux, je pense qu'il a 35 ou 36 ans maintenant. Youngworth en défense centrale, c'est un milieu de terrain qui est reconverti en défense centrale. C'est pas super bon. Alanis non plus, c'est pas excellent en défense centrale. Dans les buts, tu as Marcinkowski qui est un talent qui est supposé devenir, qui était supposé devenir le prochain gardien de l'équipe nationale américaine. Malheureusement, il n'a pas joué, ça fait des années. On lui donne enfin sa chance à 23 ans, mais c'est pas trop ça encore. Est-ce qu'il y en a un problème en termes de qualité d'effectif du côté des Earthquakes, selon toi? Je pense que oui, je pense qu'il y a un problème de talent. Je pense que malgré parmi les équipes en MLS, un coach qui peut, genre, qui a pas besoin de talent, c'est Mathias Almeida. Ce que j'aime avec lui, c'est juste la façon. Tu regardes cette équipe-là de joueurs numéro 1 jusqu'à numéro 26, ils font tous leur pressing, ils sont très. Ils sont pas, ils sont très humbles, ils jouent en équipe, ils sont une bonne équipe, ils sont genre une équipe, c'est pas des individus, mais quand même, ils ont besoin du talent sur cette équipe. Je regarde certains, juste en avant, vraiment en pointe, Andy Rios, je sais pas ce qu'il a fait en termes de son histoire, mais chaque fois que je le regarde, je l'ai vu plusieurs fois avec les Whitecaps dans d'autres Très matchs. décevant, très décevant. Il n'a pas fait grand-chose en haut. Au moins quelqu'un comme Wondolowski, tu laisses en pointe. Oui, il a 38 ans, ses jambes sont peut-être pas toujours là. C'est normal qu'Almeida lui laisse des fois sur le banc et puis il l'amène 60e minute. C'est normal, il a 38 ans, il joue depuis longtemps, mais chaque fois que je vois Rios, il fait pas grand-chose dans le jeu. Ça fait mal de voir Rios parce que c'est dommage. Et en plus, cette fois-ci, Almeida a mis Kate Cowell sur le banc. Ouais, en plus, ouais, on oublie Cade Cowell qui est un joueur exceptionnel, qui est jeune, qui a un peu de cette qualité individuelle qui, à part de Espinoza et Ewell, il y a pas grand technique à part ces trois joueurs-là, parce que Espinoza, lui, c'est un talent. Le fait qu'ils l'ont eu de Villarreal, lui, il serait partant sur toutes les équipes en MLS, sûrement, mais c'est un peu décevant d'avoir un joueur comme ça. Et puis, il y a pas vraiment ils n'ont pas vraiment des joueurs pour lui donner le ballon, pour lui mettre dans des positions à attaquer et faire ce qu'il peut faire en termes. Son tir, il a un tir fantastique, mais aussi, il peut jouer des passes décisives. Puis, quelqu'un comme Rios, juste en pointe, c'est pas vraiment le joueur que tu veux que Espinoza rende des passes. Au moins, quelqu'un comme Wondolowski, on sait ce qu'il peut faire dans la boîte quand il reçoit des bons centres et des bonnes passes. Alors, pour moi, en particulier, je regarde au numéro 9. Je pense que aussi en défense, Youngworth et Alanis, beaucoup de talent, mais Alanis, il est bizarre. Il est vraiment bon techniquement. Il est très doué techniquement. Il peut faire des longues passes. Il prend des coups francs, ce qui est très rare. Il est excellent en coups francs. En technique, mais en termes de défense, des fois, il se perd un peu. Il me rappelle un peu de quelqu'un comme Francisco Calvo avec Chicago. Un défenseur central très offensif. C'est rare, mais quand même, c'est intéressant. Youngworth aussi, ils sont bons deux joueurs, mais en tant que pair, des fois, ça a ses limitations. Je pense ils ont par contre, que je vais donner beaucoup de crédit, ils ont pas peut-être en termes de nom, mais en termes de juste la façon qu'ils jouent leur latéral, les latéraux, je m'excuse, ils sont fantastiques. Tommy Thompson, Paul Marie, des fois Salinas, il joue là. Dans ce match-là, il me semble que Tanner Beeson, Luciano Abecassis, ils ont joué. Peu importe les latéraux qu'ils mettent, ils jouent toujours de façon fantastique. Alors, crédit à ça, mais à part ça, je pense qu'ils ont besoin d'un numéro 9, peut-être un défenseur central. Franchement, s'ils ont un espace de DP, parce qu'il me semble qu'ils en ont, c'est juste Espinoza, le seul DP à part peut-être un autre. Achète un numéro 8 avec un DP, je pense, ou un numéro 9. Un de ces deux choses pourrait faire une grande différence à cette équipe San Jose-là, juste en termes de qualité, parce qu'ils ont une superbe équipe, ils jouent des super bons jeux, mais tu peux voir des matchs comme ceci. Des fois, il manque un peu de qualité individuelle.
Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et c'est drôle parce qu'on a ciblé un peu les mêmes personnes, surtout Andy Rios qui, pour moi, il n'a aucune affaire dans le 11 de départ, bien évidemment. Après, oui, je sens qu'il manque de la qualité au sein de cet effectif-là. Tu as parlé des latéraux, il faudrait ajouter Marcus Lopez aussi, le Péruvien, qui est très bon aussi, là. Ouais, Même si, qui est je sais avec pas, l'équipe nationale, et je c'est pense. ça, en Copa América maintenant. Donc, il est avec Copa América, mais c'est quand même aussi un très bon latéral qui peut jouer aussi plus haut aussi. Donc, écoute, est-ce qu'on peut passer, on va passer au top et au flop maintenant pour ce match-là. Donc, 5-0, comme on a dit pour Orlando. Je suppose que ton top va faire partie d'Orlando, n'est-ce pas, Alex? Je pense que c'est raisonnable de prendre cette assumption. Alors, on va pas gaspiller de temps. Je vais mettre Daryl DK. Je pense que quand même, Nani, c'est le choix facile, mais lui, Nani il fait ça c'est le neuvième match. Il a déjà plein de buts, plein de passes. Moi, j'étais agréablement surpris de voir DK de façon immédiate après son retour parce que aller à un niveau comme le Championship où il a très bien joué sur une équipe comme Barnsley, pas grand-chose à dire sur Barnsley a fait pour tout le talent qu'ils avaient, leurs résultats, ils jouaient le football le plus désastreux que j'ai vu de ma vie avec leur balle longue là. C'est vraiment nul à Ouais, c'est voir. dégueulasse, mais sauf qu'il a été efficace là-dedans, donc c'est ce qui est Il est intéressant, là. efficace, t'as raison. Alors, je m'indiquais, des fois, des joueurs, ils retournent des grandes équipes, des prêtres en Europe, et puis ça prend un match, désolé à jouer, ils sont un peu dans leur tête, ils disent, je suis un peu trop bon pour ce niveau-là. DK, il a resté humble, il a très bien joué. Il a eu des chances contre Toronto dans son premier match le jour avant. Et puis, dans ce match-là, il a mis un peu de finition sur ces chances-là. J'étais très impressionné de voir qu'il est de retour dans les buts. Et je pense que c'est pas longtemps qu'il va rester ici en MLS. Ouais, Je dis ouais. le 7 juillet, je pense que quand Orlando peut acheter quelqu'un peut lui remplacer, je pense qu'il va partir faire une genre un début de saison avec une équipe européenne. Et puis, si je passe à flop, ou est-ce que je te Ah, bah, passe je vais donner moi mon top en Ouais, premier. vas-y. Pour moi, écoute, je savais que tu allais choisir DK parce que pour moi, le choix logique. Puis j'ai pensé à un autre joueur qui a marqué lui aussi un doublé, et c'est Benji Michel. Un joueur que notre ami Florian Moget, qui s'occupe de college soccer ici sur Culture Soccer, nous a dit tellement de bien depuis 2 ans quand il avait été recruté par Orlando. Tout un joueur, ce Benji Michel. Oui, il a des tendances d'habitude à pas trop finir ses chances. Cette fois-ci, on sent qu'il s'améliore. Je sens cette année qu'il est beaucoup plus affûté que ce qu'il a été dans le passé. Je sens que ça va être une bonne saison pour lui. Bon, c'est un joueur qui est d'origine haïtienne et maintenant qui joue avec l'équipe nationale américaine, enfin les U23 américains, mais qui devrait faire partie de l'équipe nationale américaine. À part s'il nous surprend et qu'il choisit l'équipe nationale haïtienne, ce serait quand même pas mal. Après, on verra quel sera son choix plus tard, mais excellent joueur dans ce match-là, je trouve. Juste le premier but, si je ne me trompe pas, où il se retrouve avec un défenseur qui essaie de protéger le ballon pour que le gardien arrive et prenne le ballon, comme un petit renard rusé qui va et qui met son pied là où il faut pour mettre le ballon au fond des buts. Ça, on est en train de voir le style de joueur qui vient de gagner de l'expérience et qui commence avec cette expérience-là à la mettre au profit de son jeu et au profit de son équipe. Bravo pour Benji Michel. C'était mon top. Je te laisse aller avec le flop. Qui est ton flop? Moi, je suis sûr que je ne vais pas être surpris. Je suis sûr qu'on a le même. C'est qui? Moi, je vais juste mettre Jackson Newell. Je pense son Ah, non, effort. on n'a pas le même alors. Mais Bon, oui, Jackson Newell. t'as probablement mis Rios, j'imagine. Voilà, Andrew, On sait effectivement. bien qu'on a des noms différents. Moi, je vais juste prendre Newell parce que ce qu'il a fait sur le troisième but, c'était vraiment, je pense, c'était représentatif du match de San Jose. Juste une passe tellement paresseuse, désolé. Puis c'est juste son effort sur le but. Au moins, c'est 2-0, tu as toujours une chance dans le match. Tu cours, tu es un milieu défensif, tu as fait une erreur, ça va, des erreurs, ça se passe. Tu essaies de retrouver le ballon, faire un tac.
il marchait comme si c'était un mardi soir et qu'il jouait au pick-up avec ses amis. Je pense que un effort comme ça ne peut pas se faire dans un match de si grand niveau. Et puis, oui, c'est la 9e semaine d'MLS. Ce match contre une équipe d'Est, ça va vraiment pas compter à la fin de saison, mais quand même, un effort comme ça, c'est très représentatif du match de San Jose. Puis le fait que ça vient d'un de leurs leaders, quelqu'un qui des fois, il porte le brassard quand quelqu'un comme Wondolowski n'est pas dans l'effectif, c'était pas vraiment, c'était pas beau à voir, je veux le dire. Non, Alors pour lui, effectivement. c'est le flop pour moi. Parce qu'il a tellement de talent, comme tu le dis, c'est ça qui est C'est ça. décevant, c'est qu'on a tellement d'attentes envers ce joueur-là, puis quand il fait une prestation pareille, normal. Le flop pour moi, écoute, c'est Andy Rios, il est transparent. Techniquement, il est mauvais, il n'a pas le sens du but. Je ne sais pas je comprends pas comment c'est encore un footballeur professionnel, c'est aussi simple que ça, parce que je le trouve pas au niveau de MLS, je le trouve pas au niveau de l'USL, je le trouve pas au niveau d'une ligue qui fait du sens, en fait. Donc, je suis très méchant, je suis très direct, mais vraiment, ce joueur-là, j'ai jamais compris ce qu'on lui trouve. Au moins, écoute, il mouille le maillot, il court. On va jamais le Il est voir. bon sur les corners au moins. Ouais, mais même là, c'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant. Bref, Andy Rios, pour moi, est dans ce match-là, écoute, techniquement, à un moment donné, il reçoit le ballon, techniquement, puis il tire, puis elle va au poteau de corner, le tir. Écoute, tu arrives à un moment où il faut passer à un meilleur niveau. On est en MLS. Il est temps que Andy Rios, je pense que tu te trouves un autre club. Donc voilà pour moi le flop. Pour ce qui est du dernier constat par rapport à ce match-là et au résultat de ce match-là, est-ce que tu sens, et je pense que ça va être une question qui se répète pour un autre match bientôt, mais est-ce que tu sens que c'est la fin de Mathias Almeida? On commence à voir le début de la fin de Mathias Almeida avec San Jose. C'est une bonne question. Je dis peut-être. Je dis peut-être. C'est juste sa 3e saison. Pour moi, je pense pas que c'est à voir avec San Jose. Je pense qu'il aime l'équipe. Je pense que c'est pas à voir avec MLS. Je pense qu'il aime le niveau. Mais je pense que c'est juste l'investissement. Depuis qu'il est arrivé, le fait que l'équipe genre, qui l'ont donné, c'était une des pires équipes de la histoire d'MLS. En 2018, je pense qu'ils ont soit battu, ils étaient genre 2 points de battre le record pour la pire équipe en MLS. Et ça se peut que Cincinnati l'a battu depuis. Mais c'était vraiment une bonne équipe. C'était comme si on lui donnait un effectif similaire à ce que Cincinnati a. C'était pas un bon effectif. Sa première saison, ils l'ont juste donné à Espinoza et puis c'est tout. Il a dû se trouver des joueurs à juste remplir des trous. Je pense pour moi le fameux Daniel Vega, le gardien, c'était le meilleur exemple du fait que les joueurs qu'Almeida avait vraiment dans 95% des autres équipes dans MLS ne seraient pas partants. Mais bref, Almeida, il est super coach. Il a pris ces joueurs-là, il a fait quelque chose d'eux. Mais à un certain point, il doit se dire comme qu'est-ce que je dois faire pour avoir un peu de qualité dans mon équipe. On regarde depuis qu'il est arrivé, les seuls joueurs qui l'ont donné. Et bien sûr, il y a Judson, il y a Espinoza, il y a Alanis. C'est 3 bons joueurs, mais on regarde le fait que Andy Rios, par exemple, ça doit être son numéro 9, c'est quand même pas... ça inspire pas. Et puis, on regarde le banc, c'est juste des joueurs d'académie, des joueurs de USL. Je me demande si l'investissement dans l'équipe peut être mieux. Parce qu'à part en plus, Espinoza, ils n'ont payé que 2-3 millions pour lui. C'était parce que son contrat, à la fin, il n'y a juste pas eu d'investissement dans ce club-là. Alors, j'ai peur que pour citer Almeida, qui va partir juste parce qu'à un certain point, même en MLS, il y a des équipes qui peuvent offrir beaucoup plus en termes de OK, voici des joueurs, on a investi dans plein de joueurs. Tu sais, bref, juste je regarde cette équipe de San Jose-là. Ils continuent à jouer avec une équipe qui, en termes de niveau, en termes de qualité individuelle, beaucoup de leurs joueurs ne seraient pas le niveau dans beaucoup d'autres équipes en MLS. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je sens aussi que ça va plus être Almeida qui va quitter que San Jose qui va renvoyer Almeida. Je pense qu'il en aura marre. Il a quand même réussi à se qualifier pour les playoffs l'année passée. Un exploit, je pense, avec l'équipe qu'il avait sous la main. Cette année, on n'a pas vu beaucoup de changements. Cette année, je pense qu'il y a dans le 11 de départ, il n'y a personne qui a été ajouté du côté en tout cas sur le
match d'Orlando, tu regardes le 11, c'est le même 11, c'est des 11 joueurs qui étaient là l'année passée, donc pas beaucoup d'amélioration en tout cas. Donc, on verra ce qui va se passer. On passe au prochain match, Alex, le match entre Nashville et Toronto. Tout un match on a eu droit à tout un match entre Nashville et Toronto FC. Une victoire de Nashville 3-2 sur le fil. Nashville qui revient de l'arrière après avoir été menée 2-1. Elle revient de l'arrière pour marquer 2 buts dans les 7 dernières minutes grâce à Luke Hackinson qui marque un doublé dans ces 7 dernières minutes, ce qui est un peu bizarre. Parle-moi un peu de ce match-là. Quel match extraordinaire pour les neutres, hein, parce que si jamais tu es fan de Toronto FC, tu serais en train de casser ta télé, non? C'est un des matchs, là, c'est genre les deux équipes disent non, allez, vous gagnez. Non, non, vous gagnez. C'était un peu. Il n'y avait pas une équipe qui voulait s'imposer jusqu'à la fin. Je pense au début, Toronto, ils ont très bien joué. Je pense que c'était après le match d'Orlando, ils ont commencé très lentement. Ils ont quand même bien commencé. Ils ont eu un but très fantastique de Jonathan Osorio à la 26e minute. C'était juste genre un but d'équipe. Ça a commencé avec le latéral gauche. Lawrence a passé d'un côté à l'autre. Il y a eu genre, le Ray a laissé une passe entre ses jambes à Arrow et puis Arrow a fait un super ballon. C'était du football fantastique. Pozuelo était dans l'effectif. Genre, un de ses premières titularisations de la saison. Il a été fantastique. Tu pouvais voir comment il manquait son jeu. Et puis, tout d'un coup, arrivé à la deuxième mi-temps, Nashville s'est réveillé sur un corner, ils ont marqué, tout d'un coup c'est 1-1. Tout d'un coup, devant leur public, ils commencent à avoir un peu d'espoir. Puis le grand surprise, c'est que Toronto marque. Toronto, à 81e minute, il marque. Sûrement, c'est fini. Je sais que Toronto, dernièrement, ils ont de la difficulté à finir des matchs, mais là, on dit peut-être c'est le momentum qu'ils ont besoin. Bien sûr, Pozuelo, il a dû quitter le match à la 45e minute juste parce qu'il sentait un peu, genre un peu dans sa cuisse, je pense, qui devrait se reposer. De un, sans Pozuelo, sans Soteldo, et puis à la fin, Hackinson. En plus, c'est ses 2 premiers buts en MLS, ce qui est le plus incroyable. Ses 2 premiers buts, il entre dans le match. Je pense qu'officiellement, il est rentré dans le match. C'est difficile à croire, mais il est rentré dans le match en 60e minute. 20 minutes plus tard, il marque son premier but en MLS. But fantastique après une belle touche. Même pas 7 minutes plus tard, 82e minute, il marque encore. La défense de Toronto continue à être genre à un niveau franchement inacceptable pour le niveau de joueurs qu'ils ont dans leur défense, dans leur équipe. C'est dur être fan de Toronto maintenant avec comment cette année Chris Armas est en train de passer. Et puis, ce qui est frustrant, c'est la façon qu'il perd des matchs. C'est des erreurs vraiment juste pas au niveau de MLS. C'est des erreurs frustrantes, c'est des erreurs au mauvais moment. Il peut pas garder des avantages, peu importe si c'est des matchs nuls ou des. Le fait que tu es en train de gagner match 2-1, 82e minute, et tu perds le match. C'est pas même, au moins, si égalité, tu gardes un point. Le fait qu'il perd, si tu veux être une équipe de playoff, c'est pas du tout acceptable. Alors, c'était vraiment, de façon de Toronto, c'était très frustrant, mais sur le côté Nashville, beaucoup de crédit à Nashville. Ils ont réussi à garder la tête haute, malgré que Toronto, ils ont pris l'avantage, et je suis impressionné avec cette équipe de Nashville. Ils montrent beaucoup plus que, même s'il défend pas comme l'année dernière, il quand même, c'est quelques matchs maintenant qui prend des 2 buts, ce qui est un peu concernant. Mais ce que j'aime, cette versatilité, la façon qu'il marque des buts, qu'il réussit à rester dans des matchs. Je pense il y a quelques semaines contre Atlanta, ils étaient menés de 2-0. Ils ont aussi fait un remonté pour faire un 2-2. Alors, je suis très impressionné par cette équipe de Nashville. Ils ont beaucoup de caractère. Il y a une raison pourquoi ils ont perdu qu'un match à ce point-ci dans la saison. Ouais, et en plus, tu sais, tu regardes un peu le match, après le but de Toronto, Nashville a dominé, hein, complètement dominé la rencontre. Elle aurait pu marquer plusieurs buts. Puis finalement, comme tu l'as dit, bon, il y a eu la légalisation de Nashville, mais après coup, ça a continué, la domination a continué. Puis ils ont réussi, comme tu l'as dit, Toronto a marqué ce 2e but-là sur corner. Et puis là, comme tu l'as dit,
Nashville a repris l'ascendant. Parlons un peu de ce jeune Luke Hackinson qui marque 2 buts. Premier but en MLS. 23 ans, ce jeune joueur-là. Quand même qui fait ses débuts en MLS quand même tardivement, hein, 23 ans, c'est pas très jeune, qui marque ses 2 premiers buts. C'est un joueur qui a été formé, qui est passé par la NCAA et qui est passé par plusieurs petites équipes, Minneapolis City, Des Moines Menace, Chicago United, Minneapolis City de nouveau. Puis là, il se retrouve à Nashville. Il a joué dans chacun des matchs cette année en tant que remplaçant. Est-ce que tu as trouvé, est-ce qu'il a du talent, ce joueur-là, pour devenir un très bon joueur en MLS, ou est-ce que tu penses que c'était sur un match, il a eu un peu de chance, il a eu c'est un peu son gros fait d'armes de sa carrière, il l'a déjà passé, puis that's it, il n'aura pas grand-chose après. C'est une bonne question, mais c'est comme tu as mentionné, sa carrière, c'est vraiment... il a joué en NCAA pour Creighton Blue Jays. Est-ce que toi, tu Ouais. connais les Creighton Blue Jays? Oui, j'ai eu la chance de connaître les Creighton Blue Jays, mais pas de très près. Pas de très près, effectivement. Franchement, je savais même pas que c'était une école Creighton. Sûrement, c'est pas dans la même échelon que les équipes qu'on connaît, comme les Kentucky, les Syracuse, les Akron. C'est certainement, moi, j'ai pas entendu de Creighton. Puis, allez, ouais, Minneapolis City, Des Moines, même l'année dernière, il était avec Nashville. Et puis, il est allé en prêt à Charlotte Independence. Milieu de terrain, je pense que quand même, je pense que ses 2 buts, c'est pas quelque chose qu'on va pas voir beaucoup de lui. C'est bien sûr un peu de chance d'avoir cette opportunité, mais j'étais quand même impressionné par la façon qu'il a pris les buts. Le Ouais. premier but, c'était un bon dribble. Il a quand même maintenu un bon niveau de calme pour faire un bon dribble, lever la tête, faire une action de finition. Même à la fin du match, quand même, son but, c'était de l'extérieur de la boîte. C'était pas dans Ouais. la boîte, genre, juste passe facile, genre, tu frappes ça fort et tu pries que ça rentre dans le but. Non, il a quand même eu le ballon, il a regardé, les 2 défenseurs de Toronto, ils étaient écartés. OK, il a levé la tête, boum, dans le corner contre un bon gardien, Quentin Westberg. Je pense que quand même, ça a montré un bon sens de calme, de qualité, de niveau que peut-être son plafond dans la MLS va être un titulaire régulier qui, peut-être dans une bonne saison, marque 3-4 buts, fait 3-4 passes, mais c'est quand même un très bon niveau d'avoir un joueur comme ça qui sort du système de collège. Alors, pour Nashville, je pense que ça peut être un bon joueur à voir. Juste avoir des joueurs comme ça dans l'effectif, un peu genre un numéro 10. Quand Annie Mukhtar, il est fatigué, peut-être il n'est pas au niveau d'avoir un type de joueur comme ça pour Nashville. Je pense que c'est bon. Alors, je vais dire que peut-être ça va être son moment coup foudre. Ça va être difficile quand même à répliquer 2 buts en 10 minutes contre une équipe qui a presque gagné la Supporter Shield en 2020 pour faire une remontée comme ça. C'est quand même quelque chose qui ne se passe pas toutes les semaines, mais je pense que quand même, son plafond en MLS, ça peut être quand même un bon joueur. Je ne veux pas peut-être dire un des stars, mais quand même, il peut être un joueur que dans 5 ans, il va continuer à être là et tu vas dire, ah, Hackinson, on sait que ce qu'on va avoir avec lui, c'est un bon joueur. Oui, effectivement, ça a l'air intéressant. Donc, encore une fois, hein, un joueur qui était dans les ligues mineures et qui finalement est découvert et finalement vient donner un coup de main à une équipe de Nashville qui en avait bien besoin. Euh, Parlons un peu de tes tops et tes flops. Je suppose que Hackinson, c'est pas possible. Ça doit être lui ton top, non? Ouais, on va lui accorder ça quand même. C'est toujours bon de voir un joueur qui rentre 30 minutes de jeu, il marque 2 buts. Ça, c'est quand même un top facile. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire sur Ah non, ça. moi, c'est exactement le joueur que j'aurais mis parce qu'écoute, il change le match à lui-même. C'est lui qui est là, hein, et c'est tout à son honneur, comme tu l'as dit. Donc, impossible de mettre un autre top, je pense, dans ce match-là. Mais quel est ton flop? Et je pense qu'il y en a beaucoup des flops qu'on peut choisir, mais quel serait ton flop durant ce Je match? pense que ça doit être 2 flops pour moi. Je pense que si j'ai pas le droit d'être accordé, Chris Armas, je pense que c'était quand même son coaching, ça juste ses décisions continuent à faire aucun sens. Par exemple, un qu'on a vu, c'est qu'il a fait rentrer Noble Ocalo dans le jeu. Il est très impliqué dans ce deuxième but. Ils l'ont officiellement accordé à Patrick Mullins, mais c'est lui et Mullins ont fait la tête en même temps sur le but.
Mais Armas l'a fait entrer dans un jeu, quand même, si tu connais le profil de Noble Okello, 6 pieds 5, quand même un force physiquement, il le jouait en 10. Sur le but, le deuxième but, c'est une balle longue qui passe au numéro 6, où généralement tu penses qu'un joueur comme lui, sûrement il peut jouer comme numéro 8, numéro 10. Il a quand même, je pense. Il a la technique pour jouer, mais c'est un numéro 6, lui. Ben, c'est un numéro 8, je dis. Il a quand même le profil. Le joueur que les gens mentionnent, c'est Pogba. Je pense bien sûr Pogba, c'est un autre niveau techniquement, ouais, mais c'est sûr. c'est genre un peu son style de jeu. Mais quand même, quand tu gagnes un match 2-1 et tu amènes un joueur qui est 6 pieds 5, quand même, c'est assez normal de lui mettre un peu en arrière pour gagner des duels. Armas l'a laissé en haut du terrain. Toronto s'est fait un peu bouffer dans le duel. Nashville Max, c'est un peu décevant de voir des décisions comme ça. Tu regardes juste dans l'effectif, peut-être il a mis Pozuelo avant qu'il soit complètement prêt à jouer. Juste en attaque, il manque d'inspiration. Tu regardes les statistiques. Une équipe avec la qualité de Toronto, tu regardes l'effectif. Bradley, Delgado, Pozuelo, Osorio, Lorea, Akinola. Ça, c'est juste les 6 joueurs offensifs. Contre une équipe comme Nashville, j'aime bien Nashville. Je pense qu'ils sont très bien coachés. Ils ont des super joueurs. Une équipe avec la qualité de Toronto ne devrait pas avoir 42% de possession de la balle, seulement 4 tirs cadrés, 9 tirs total, 404 passes. C'est pas vraiment le niveau de Toronto. Oui, je sais qu'ils n'ont pas Soteldo, ça fait une grande différence, mais à part ça, avec Oui, mais Altidore Soteldo ne va pas te changer le match à lui tout seul si jamais tactiquement ça ne marche pas. Hein. Soteldo va t'amener un ou deux touches individuelles qui va faire en sorte qu'il va marquer peut-être un but. Mais si tactiquement ça ne marche pas, tu as beau avoir le Messi dans ton équipe, si tactiquement l'équipe n'est pas au point, ben, ça ne marchera pas. C'est normal. Non, c'est exactement ça. À part lui, on ne peut pas dire que ce n'est pas l'équipe A de Armas. Il ne veut pas Altidore, alors Akinola, c'est quand même un bon remplacement d'Altidore. À part ça, c'est une équipe A. Il n'y a pas d'excuse en termes à part Soteldo, mais c'est juste ces décisions-là. Par exemple, jouer Michael Bradley en numéro 8. Bradley, oui, il peut jouer en numéro 8. Il a 35 ans, ses jambes sont juste pas au niveau pour qu'il joue en numéro 8 et chaque semaine, tu le joues en numéro 8. Au moins, donne-lui une pause. Tu regardes ce milieu de terrain de Delgado et Bradley, c'est un peu comme le UL Judson. Ça manque un peu de... C'est un peu l'opposé. Il y a beaucoup de technique dans ce milieu-là, mais il n'y a pas de défense. Il y a pas vraiment... Si tu joues Bradley en 8 et Delgado en 8, ils ont le numéro 6. Ils ont pas de numéro 6. Il n'y en a Par pas. exemple, Ouais, effectivement, tu as raison. Deux joueurs qui pourraient faire ce rôle-là, Liam Fraser qu'ils ont mis en prêt à Columbus et Ralph Priso qu'ils ont mis en prêt à USL Ligue 1. Pourquoi est-ce qu'ils refusent d'utiliser les joueurs qu'ils ont à leur disponibilité? Je pense que ouais, parce que je regarde l'effectif, ils ont quand même des bons joueurs. L'arrière 4, Mavinga, Lawrence, Zavaleta, Aro, c'est quand même un bon 4, mais juste les décisions qu'ils font particulièrement en milieu. C'est vraiment le milieu de terrain depuis le début de saison. Armas vraiment a de la misère. Alors, je vais mettre lui sûrement pour ça. Et puis, dernièrement, mes autres flops. C'est difficile à accorder le but à un des deux. Alors, je vais juste mettre Mavinga et Zavaleta ensemble les deux. Ça marche pas. Ça marche pas, sa défense centrale. Et très sincèrement, c'était mon flop, c'était Zavaleta. Très sincèrement, c'est difficile. Zavaleta n'est pas un bon défenseur central, déjà là. Il fait de bons matchs, mais en général, c'est pas quelqu'un de constant qui va te faire d'habitude 2-3 mauvais matchs, 2-3 bons matchs, 2-3 mauvais matchs, 2-3 bons matchs. C'est pas un joueur qui est constant. Et sur ce match-là, très sérieusement, il était juste pas là. Il était très souvent absent. Tu regardes un peu sur les deux buts de notre ami Hackinson, il n'est pas exempt de tout reproche sur ces deux buts-là. Donc, voilà, pour moi, Zavaleta, ça aurait été le flop. Donc, je te rejoins là-dessus. Ça aurait été vraiment le plus gros flop dans ce match-là. Parlons un peu du constat de ce match-là. Combien de temps on donne à Chris Armas du côté de Toronto? Parce que, regarde, tu regardes un peu, on va revenir sur le classement à la fin de l'épisode, mais tu regardes un peu, on s'entend. Toronto, c'est une équipe qui a fait la finale de la MLS Cup 4 fois ou 3 fois sur les 5 dernières années. En tout cas, là, maintenant, le chiffre m'échappe, mais on n'est pas très loin de ça. C'est une équipe qui se bat pour le Supporter Shield, comme tu l'as dit, en 2010, qui est très, très proche d'avoir le Supporter Shield. Là, tu vois un peu Toronto, c'est 5 points en 9 matchs.
5 points en 9 matchs, donc une moyenne de 0,56 points par match. Non seulement c'est 5 points en 9 matchs, c'est en 9 matchs, 12 buts marqués, 18 buts encaissés, 18 buts encaissés. Oui, c'est une équipe, on va me dire, ouais, mais c'est une équipe qui ne joue pas à domicile à cause de la pandémie, ainsi de suite. Ouais, mais à Montréal ne joue pas à domicile, Vancouver ne joue pas à domicile, mais au moins, ils sont en train d'avoir des résultats par rapport aux attentes, au moins des résultats qui concordent avec les attentes placées en elle. Toronto, c'est une équipe qui est supposée jouer les 3 premières places de la conférence Est et ce n'est vraiment pas le cas. Donc, combien de temps tu donnerais à Chris Armas? Est-ce que tu penses qu'il est sur la sellette? Est-ce que tu penses que c'est un entraîneur qui est en danger du côté de Toronto FC? C'est une question difficile parce que je vais genre répondre ça de plusieurs façons. En premier, je pense que si je suis Chris Armas, c'est quand même une situation injuste. Il a pas encore joué un match à domicile. Je pense pas qu'il a eu tous ses DP sur le terrain en même temps. Bien sûr. Mais il ne va pas le faire jouer à Altidore. Ouais, non, Altidore, je vais arriver à ça. Ça, c'est parmi la raison pourquoi il devrait aller, mais pourquoi il pourrait rester. Il n'a pas eu tous ses DP, au moins Soteldo, Pozuelo. Ces deux-là, ils n'ont pas encore joué ensemble. C'est quand même... Pozuelo, il a eu une blessure depuis le début de saison. Il y a eu d'autres blessures. Avec la Ligue des Champions, je ne pense pas du tout qu'ils étaient prêts. C'est quand même quelque chose que... au début de saison, je pense que c'était sur un podcast de Toronto et c'est quelque chose que j'ai noté. J'ai dit, avec cette Ligue des Champions Toronto, franchement, nouveau coach effectif qui venait juste d'avoir des cas de COVID partout dans l'équipe. Ça se voit, il y a des blessures partout, il y a certains joueurs qui ont de la difficulté à se maintenir. Alors, c'est normal qu'ils ont de la difficulté, mais en même temps, c'est vraiment Armas qui un peu, métaphoriquement, il se met le fusil dans son pied un peu. C'est juste des décisions. En premier, c'est quoi son plan avec Altidore? Peu importe ce qu'il pense d'Altidore, le joueur, il faut être réaliste. Altidore, c'est une légende de la MLS, légende du club de Toronto. Je ne peux pas rentrer comme nouveau coach dans ce vestiaire-là. Prendre un joueur qui a tellement de respect de ses coéquipiers, respect des autres joueurs dans la ligue, et lui forcer à s'entraîner tout seul à cause de genre un problème entre vous deux. C'est vraiment, ça se fait pas, sûrement en MLS quand c'est pas comme en Europe où les joueurs sont tous payés de la même façon. Tu peux pas prendre un de tes joueurs le mieux payé qu'une légende de la MLS et le mettre à s'entraîner tout seul avec les réserves. Ça fait zéro sens. C'est bizarre. C'est vraiment... Effectivement. Donc, il y a des décisions quand même qui sont un peu bizarres du côté de Armas. Et comme tu l'as dit, il se tire une balle dans le pied. C'est exactement ça. Après, bon, très sincèrement, moi, le duo Curtis-Armas, je pense que je l'ai dit plusieurs fois ici sur Culture Soccer, c'est un duo qui a été à l'origine des déboires des Red Bulls de New York. Et puis là, on les revoit de nouveau à Toronto. Puis là, on a comme l'impression que l'histoire se répète et que Toronto passe d'une franchise dominante à une franchise lambda au fur et à mesure. Puis j'ai comme l'impression, même si, oui, effectivement, Toronto n'a pas joué à domicile, mais je pense quand je regarde un peu le système de jeu, c'est pas le même système de jeu qu'il joue. Il a essayé d'instaurer son système de jeu, Chris Armas, avec des pièces, des joueurs qui ne vont pas avec son système de jeu à lui, un peu comme ce qu'il a essayé de faire du côté des Red Bulls. Ça ne marche pas. Tu dois venir en tant qu'entraîneur et tu dois t'adapter à ce qui est disponible pour toi ou bien attendre et au fur et à mesure prendre le temps de changer une équipe qui est mauvaise à une équipe qui est bonne. Mais lui, il est en train de venir dans des équipes, et que ce soit à Red Bulls ou que ce soit à Toronto, dans des équipes qui marchaient très bien et il veut vouloir tout changer. Ça ne marche pas comme ça. Si tu rentres dans une équipe qui va très bien, c'est que tu vas continuer ce qui a déjà été construit, ce qui n'est pas le cas du côté de Armas. En tout cas, on verra si jamais il y aura une décision de la part d'Ali Curtis dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Mais je doute très fort. On verra ça. Passons au troisième match, Alex. On va essayer de voir ce match entre les Whitecaps, tes Whitecaps et le Los Angeles Galaxy. Une victoire finalement du Galaxy 2-1 avec, entre guillemets, sur la pelouse de Vancouver, parce qu'on sait que Vancouver ne joue pas à domicile. Écoute, Vancouver a très bien joué, je pense, durant ce match-là. C'est vraiment dommage que finalement, il sort de ce match-là avec 0 points. Il y a eu plusieurs occasions de marquer de la part de Vancouver. Un poteau de Godoy, par exemple, sur un corner. Un super beau but de Janio Bikel. Mais malheureusement, on sent que la qualité et l'expérience en face a été
un peu trop bonne du côté du Galaxy. Et c'est cette différence en qualité qui a fait que le Galaxy s'est tiré avec la victoire, avec ses buts d'Alvarez et de Chicharito. Le but d'Alvarez, extraordinaire, un tir foudroyant, magnifique. Et le but de Chicharito, on voit la grinta de Chacha Kestan qui donne une passe en profondeur sur l'aile à Ledjet qui fait la passe à Chicharito. Est-ce que tu es d'accord avec mon constat sur ce match-là? Vancouver a mieux joué. Par contre, l'expérience et la qualité du côté du Galaxy leur a donné la victoire. C'est difficile à dire parce que Vancouver, ils ont vraiment mal commencé. Puis, les deux équipes, ils ont mal commencé. Mais Vancouver en particulier, tu as perdu 4 matchs de suite. Vous êtes à la maison. Bien sûr, c'est pas vraiment à la maison, mais quand même pas de voyage. Allez, ils ont dû faire un gros voyage pour arriver. Quand même, il n'y a pas d'excuse pour commencer de façon si léthargique dans ce match-là. Et puis, c'était juste frustrant parce que c'est presque ironique. Contre le dernier match, contre RSL, ils ont joué un 4-3-3. Ils ont perdu, mais ils ont eu des améliorations, désolé, dans le milieu de terrain, par exemple, qu'ils avaient besoin. Hein. Mais juste parce qu'ils ont perdu, ils ont fait un retour au 4-4-2. Ça marche pas, le 4-4-2. Ça marche pas du tout. Hein, même si on a le recrutement de Brian White devant, ça marche pas, leur 4-4-2. Russell Tybert sur la gauche, ça marche pas. Les deux milieux de terrain, ils ont juste pas assez de support. Cette fois-ci, c'était Baldissimo Beckel. Ça marche pas. Bien sûr, Alexandre, il était un peu fatigué. Il a eu un repos. Alors, normalement, je pense qu'il devrait garder le milieu 3 de Baldissimo Beckel. Alexandre, c'est pas d'excuse, mais c'était juste vraiment bizarre ce retour 4-4-2. C'était léthargique. C'était pas du tout inspirant. Et puis, bref, la Galaxy se sont réveillés en deuxième mi-temps. Chicharito marque. Et c'est vraiment frustrant parce que ce qui se passe toujours aux Whitecaps, ils commencent vraiment mal. En première demi, ils ont joué 9 premiers demi maintenant. Ils n'ont pas encore marqué un but au premier demi. Imagine ça, ils ont joué presque 450 minutes de première demi de cette saison. Ils n'ont pas marqué de but. Chaque match, tu peux t'endormir, pas regarder la première demi, tu n'aurais pas raté de but. C'est vraiment incroyable. Je pense que le score, c'est 6-0 en première demi qui se sont fait battus de façon cumulative. Et puis, ce qui se passe, Chicharito marque. Marc Dos Santos se réveille et dit « Oh, ce qu'on fait, on ne marche pas. » Il fait des changements très positifs, des changements super, et puis il joue mieux. Et c'est un peu comme pourquoi ces changements-là ne se font pas du début. Il a mis Tiber Caicedo, Kyle Alexandre, Leonard Owusu, Ryan Raposo. Ils ont joué un 4-3-3. Ils étaient offensifs, ils étaient attaquants. Et puis, c'est pas surpris qu'ils ont joué tellement bien à la fin du match. Ils contrôlent le jeu, ils ont un but très mérité. Là, ils ont presque rien fait après leur premier but. Et puis, ils marquent et puis ils s'endorment sur le dernier but. Leur défenseur s'endort. C'est juste vraiment des erreurs frustrantes. Il y a des décisions du départ qui ne sont pas bonnes. Et puis, leurs ajustements sont super, mais c'est trop tard. Ou ils font des bonnes choses au début du match. Ouais. Et puis, ils ne réussissent pas à faire les ajustements. C'est toujours genre l'analogie qu'on a toujours sur notre podcast. C'est qu'avec les Whitecaps, c'est un peu comme le dilemme un peu du plombier. Tu couvres un trou et puis un autre trou s'ouvre sur un autre côté. Alors, ils sont toujours en train d'essayer de se rattraper et de boucher tous les trous. Ouais, c'est exactement ce qu'on est en train de voir du côté des Whitecaps. Écoute, Alex, je sais que tu suis de très, très près les Whitecaps et on va parler de ton podcast un peu plus tard. Écoute, il y a tellement de rumeurs autour d'un possible renfort du côté de Vancouver. Je sais que vous cherchez un numéro 10 qui pourrait venir jouer du côté des Whitecaps, un numéro 10 pour jouer en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. Où il va rentrer ce numéro 10? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'on commence à s'en faire pour la saison? Est-ce qu'on a peur de vivre une nouvelle saison de misère? Parce que les Whitecaps, ça fait plusieurs années où ça ne fonctionne pas très bien. 5e défaite consécutive dans ce match-là. Qu'est-ce qui se passe? Juste parle-moi un peu comment on peut regarder les Whitecaps et se dire, c'est pas grave, ça va aller mieux. Ouf, des bonnes questions. En plus de numéro 10,
Ce que je suis un peu venu à la réalisation, les Whitecaps ont besoin du numéro 10, mais je pense pas que ça serait quand même la meilleure chose pour l'équipe parce que quand même, tu regardes les joueurs qu'ils ont maintenant, ils ont des bons joueurs. Je pense qu'il y a pas d'excuse en termes d'effectifs. Ils ont fait du bon recrutement, ils ont des bons joueurs à presque toutes les positions, mais malgré ça, ils n'ont pas d'invention dans leur jeu. Sûrement dans la dernière demi du jeu, ils n'ont aucune invention, il n'y a aucun mouvement, aucun Luca Cavallini ou White, peu importe qui joue, ils sont toujours sur une île en avant, ils ne reçoivent aucun ballon du bon service. Je pense qu'un numéro 10, ça va juste un peu genre masquer les problèmes et mêmes problèmes vont rester. Mais en même temps, je pense que de façon l'équipe, ils ont besoin d'un numéro 10. Ils ont besoin d'un peu de créativité. Alors, moi, de façon personnelle, je suis un peu à ce point-ci où oui, ils ont besoin du numéro 10, mais s'il ne vient pas, si ça force les Whitecaps à soit faire des changements pour mieux jouer, c'est un peu genre, je suis content de ça. Mais oui, ils ont besoin du numéro 10. Ils ont besoin d'un joueur qui fait cette qualité-là. Pour qui rentre, c'est une bonne question. Parce que pour moi, les meilleurs joueurs du Whitecaps, ils devraient avoir Bikel, Baldissimo, Alexandre sur le terrain tous en même temps. Je pense que quand ils ont ces trois milieux de terrain en même temps, ils jouent mieux. Mais bref, parmi Caicedo, Cavallini, Dahomey, qui tu laisses sortir, c'est une question difficile. Alors, je pense que parmi les trois, soit Baldissimo, soit Bikel sort pour ce numéro 10-là, qui supposément, ça va être Ryan Gauld, un Écossais qui vient du Portugal, qui a été reporté par AFTN ici à Vancouver, qui va venir bientôt. Je pense que c'est presque finalisé son deal. Alors, je pense que ça va être bien. Je pense qu'on va avoir un milieu de terrain peut-être Bikel, Alexandre Gauld ou peut-être Alexandre Baldissimo Gauld, dépendant de l'équipe. Je pense que 4-3-3 ou 4-2-3-1, ça devrait marcher bien pour les Whitecaps. Ils ont Dahomey et Caicedo sur les ailes. Alors oui, je pense que Gauld peut aider, mais je pense que les problèmes des Whitecaps, un numéro 10, ça va juste un peu masquer les problèmes et certains problèmes vont rester. Mais c'était quoi la deuxième partie de la question encore? Est-ce qu'on va vivre une autre saison de misère du côté des Whitecaps? J'ai peur pour ça. J'ai peur parce que qu'est-ce qui se passe après une saison de misère comme ça? Encore, un peu avec... je me sens mal pour Marc DeSantos, la personne. Il a quand même eu 3 saisons très difficiles. La première saison, il a tout refait l'équipe, c'était pas beau. L'année dernière, ils voulaient faire un pas d'avant. Ils ont eu la pandémie, ils n'ont pas joué beaucoup à la maison. Même chose cette année. Mais en même temps, après 3 saisons, peu importe si tu joues à Timbuktu ou si tu joues à Vancouver, tu devrais être un peu plus cohérent en termes de jeu, en termes de style, en termes d'identité. Alors, cette excuse-là, ça me rend un peu, peu importe où il joue, il devrait avoir un peu plus de cohérence. Et à un certain point, s'il y a notre saison de misère, est-ce que c'est lui la raison pour ça? Est-ce que c'est les joueurs? Je ne pense pas que c'est les joueurs. Ils ont un bon effectif. Alors, j'ai peur qu'ils ont une autre saison de misère parce que 5 matchs de suite qu'ils ont perdu, ils jouent Seattle à CenturyLink Field. C'est presque une perte garantie, peu importe comment ils jouent, juste avec le niveau que Seattle joue. Le niveau de Vancouver. Ouais, le niveau de Vancouver, peu importe le niveau lequel Vancouver joue, s'ils gagnent, je vais être content, bien sûr, mais je m'attends presque, même s'ils jouent bien, je pense qu'ils vont perdre. C'est un match très difficile, bien sûr. Ah, oui. Tous les équipes vont à Seattle, ils perdent, alors ils ne sont pas uniques dans ce regard. Et puis, ils jouent Dallas à l'extérieur. Jouer à Dallas à l'extérieur en juillet, c'est pas difficile, fun. il fait trop chaud, C'est beaucoup trop chaud. Si perd ces 2 matchs, 7 défaites de suite, c'est quand même, pour une équipe de ce talent-là, c'est difficile à s'en sortir. Je pense que quand même, la glace est un peu pas profonde pour Marc DeSantos. C'est dommage, je pense en termes de personne, c'est une bonne personne. Il a quand même eu un peu d'injustice avec son temps avec les Whitecaps, mais une autre saison de misère, je ne pense pas qu'il peut en avoir. Parce que si il retourne aux estrades en septembre et les supporters sont capables de venir, et puis cette équipe-là est presque pas dans les playoffs, et ils jouent pas bien,
le public ne vont pas venir. Ils ne vont pas venir. Peu importe si les Canucks vont revenir en même temps, les gens vont aller aux Canucks au lieu des Whitecaps. Il peut pas. L'équipe de hockey de Canucks, effectivement. Tu as besoin de victoire pour ramener les gens vers le stade, un peu comme on a vu ici à Montréal. Hein. Donc, c'est un peu le même débat qu'on a. En tout cas, passons au top et au flop et on va parler de Marc Dos Santos en finissant parce que ça a l'air que c'est notre thème aujourd'hui de parler des entraîneurs en finissant dans les constats. Moi, je vais te donner mon top, je vais te donner mon flop, puis je veux que tu me donnes ton top et ton flop ensemble. Écoute, j'ai choisi 2 Whitecaps pour le top et pour le flop. Pour moi, le top, c'est Bikel. J'ai adoré son match. Je trouve que c'est un joueur tellement sous-évalué dans la MLS, tellement bon en tant que numéro 6 ou même parfois en tant que numéro 8. Moi, je le préfère en tant que numéro 6. Il a marqué quand même un très, très bon but. Je trouve magnifique dans le petit filet, complètement dans le coin sur ce but-là. J'aime beaucoup ce joueur-là. Après, pour le flop, Russell Teibert, tu l'as mentionné un peu plus tôt. Très sincèrement, toi, tu me dis, j'aime pas le voir sur le côté. Moi, j'aime pas le voir. Point. Je trouve que c'est un joueur qui me rappelle la MLS 1.0, un joueur un peu trop je ne vais pas dire unidimensionnel, mais il n'a pas il n'est pas excellent dans aucun domaine. Il est juste bon dans tous les domaines, mais il excelle dans aucun domaine. Il est pas, tu ne vas jamais dire, OK, Russell Teibert, il est bon dans ça. Non, Russell Teibert, il est bon dans tout, mais il n'est pas excellent dans rien. Et c'est ça le problème pour moi, Russell Teibert. Je ne trouve pas qu'il apporte ce plus à cette équipe. C'est un joueur de rotation qui devrait venir jouer un match sur 3 ou un match sur 5 du côté des Whitecaps, mais ce n'est pas un joueur qui devrait faire partie de ton équipe de départ et de ton 11 de départ. Je suis peut-être très sévère, mais je pense que Russell Teibert, je pense qu'au sein des Whitecaps de Vancouver, il y a bien mieux qu'un joueur comme Russell Teibert. Tu as pensé quoi de mes tops et flops et quels sont tes tops et tes flops pour finir? Bikel, c'est sûrement, ça doit être mon top. Il n'y a pas grand-chose. Même avant le but, il jouait très bien. En plus, ce qui est fantastique avec son but, sa première en MLS, ça vient du position de latéral. Avec Brown qui est sorti blessé, c'est lui qui a poussé à latéral. Il était très bien. C'est bizarre, hein? On n'a pas l'habitude de le voir là. Ouais, mais c'est ce qu'il jouait aussi en Bulgarie. Il peut jouer en tant que... Il est venu... il a joué principalement en termes de latéral, mais les Whitecaps l'ont acheté pour jouer en milieu de terrain. Je pense, comme tu as dit, très sous-évalué. Personnellement, si je fais un liste de numéro 6 dans MLS, ça se peut, j'ai pas de nom genre en haut de mon cerveau, genre comme un peu de façon anglicisme là, mais ça se peut qu'il soit dans mon top 5 en termes de numéro 6 dans MLS, peut-être top 10 si je regarde de façon plus profonde, mais personne ne parle de lui. C'est vraiment les Whitecaps, ils sont chanceux d'avoir un joueur comme lui. Il doit réaliser ça et un peu faire ce qu'il peut pour lui maximiser. Alors, je suis très d'accord avec Bikel. Sinon, à part ça, c'est difficile à dire qui d'autre. Je pense Alvarez, le fait qu'il sort du banc, il marque un but comme ça. Excellent, magnifique. Mais il a beaucoup de talent, Efrain Alvarez. On en a parlé sur Culture Soccer dans un des articles. On parlait des pépites en MLS qui pourraient exploser cette année. Le problème avec Alvarez, c'est qu'il n'est pas constant. Donc, tu as un match où il est extraordinaire, l'autre match où il disparaît complètement. Mais c'est tout un joueur techniquement vraiment extraordinaire, ce joueur-là. Et ton flop? Pour parler de Teibert en premier, lui, je pense qu'il peut être un très bon joueur en MLS en tant que remplaçant. Pas en tant que titulaire. Il est le remplaçant idéal. Il court genre à fond. Je suis sûr, en 30 minutes, il peut couvrir 6 ou 7 kilomètres. Chaque année, il fait les tests de physique. Il détruit tout le monde sur les Whitecaps en termes de tests physiques. Lui, il peut courir. Je suis sûr s'il y avait des matchs de 180 minutes, il pourrait courir jusqu'au bout. Il est idéal en termes de remplaçant parce que ce que j'aime avec lui, sa versatilité. Tu lui amènes dans un match où tu perds, il peut amener quelque chose pour genre son énergie en termes de pressing pour amener le match. Si vous gagnez, au moins il sait comment garder le ballon, il a une énergie. Mais je pense juste en termes de titulaire, comme tu dis, je suis complètement d'accord. Il amène pas grand-chose. Bref, on pourrait dire qu'il amène rien. Et ce que j'aime pas avec ce 4-4-2, généralement, quand tu fais un ajustement de genre tactique pour accommoder un joueur, tu fais ça pour un de tes top joueurs. Le fait que ce système
est plus, ça aide Russell Teibert plus que ça aide Lucas Cavallini. Quand Lucas Cavallini a coûté 6 millions de dollars, il est le joueur avec le plus grand salaire, il est supposé d'être le meilleur joueur. C'est un joueur désigné déjà aussi, tandis que Teibert ne l'est pas. Bon. Qu'est-ce que tu es en train de faire en coach quand tu fais un 4-4-2 qui aide plus un de tes joueurs le plus moyen sur votre équipe quand un de tes meilleurs joueurs est en train de souffrir dans cette formation? Ça fait aucun sens, ça fait zéro sens. Alors, je suis d'accord que Teibert, il peut être mon flop du match. Sinon, en termes de flop, c'est un de ces matchs-là où c'est vraiment... Il n'y a pas vraiment de flop, il n'y a pas vraiment de top. C'était vraiment un match médiocre. Alors, je vais dire parmi les médiocres qui avaient, Teibert est quand même le flop. Alors, je suis quand même d'accord. Je pense que quand même les choix qu'on a, c'est très similaire de ce regard. Parfait. Ben, après, parlons un peu juste rapidement de Los Angeles. Écoute, Los Angeles a quand même gagné ce match-là. Chicharito, un 8e but en 9 matchs, ce qui est quand même énorme. 8e but en 9 matchs. C'est le meilleur buteur de la MLS, ex-aequo avec Raúl Ruiz aussi, qui a 8 buts aussi du côté de Seattle. Est-ce qu'on revoit le Los Angeles Galaxy qui renaît de ses cendres? Est-ce que tu t'attends à ce que le Galaxy, sous Greg Vanney, excellent coach, qui retrouve un peu et peut-être qui pourrait devenir un des favoris pour la Coupe MLS cette année? Ils ont une identité. Je regarde leur équipe. Ils ont un très bon gardien, Jonathan Bond, il faut se dire. Je ne pense pas que les gens parlent assez de lui à ce moment-là, comparé à ce qu'il fait, comparé à quelques de les autres gardiens. Ils ont un arrière 4 très, très solide. Ils ont un milieu de terrain qui peut-être manque de gens, mais ils connaissent très leur rôle. Sacha Kljestan, Victor Vasquez, Sébastien Lletget, très, très doués techniquement, même si peut-être ils ne sont pas des athlètes en termes de vraiment boîte à boîte, mais ils connaissent leur rôle et puis ils jouent ça de façon très bien. Ils ont des ailiers très bons, Cabral, Grandsir, Alvarez, il a aussi joué là. Il y en a d'autres. En plus, on n'a même pas parlé de Jonathan Dos Santos, qui quand il est complètement en santé, il va être une addition superbe. Et puis, ce que j'aime le plus, si tu parles des Whitecaps qui maximisent pas Lucas Cavallini, le Galaxy, ils ont pris les forces de Chicharito et ils sont en train de jouer à leurs forces. L'année dernière, Guillermo Barros-Schelotto, qui franchement en termes de coach, j'étais jamais vraiment inspiré de lui. Je pense que c'était vraiment le fait que sa première saison en MLS, il a été sauvé vraiment par Zlatan. Et puis l'année dernière, sans Zlatan, on a un peu vu la capacité qu'il a en tant que coach. Pas beaucoup de capacité, mais bon. Bref, exactement. Et je pense maintenant, c'était un peu ce que les critiques disaient de lui à Boca Juniors, que c'était quand même plus le talent qui lui gagnait des matchs, pas son coaching. Ce que Vanney a fait, ce qui est vraiment simple, et c'est vraiment, ça semble presque idiot de le dire comme ça, mais ils font des passes simples à Chicharito dans des endroits où il aime ça. Si tu regardes tous ses buts, c'est des centres sur le terrain, à ses pieds, qui fait une touche, c'est dans le but. C'est vraiment simple, mais tu regardes les Whitecaps, Cavallini, il est très bon à ces types de buts-là, mais il n'a jamais des passes comme ça parce que les Whitecaps essaient de lui faire jouer à pied dans le milieu de terrain. Il ne joue pas ce jeu-là. Et puis Chicharito, le Galaxy, la mission de ses coéquipiers, c'est de lui donner le ballon dans la boîte pour marquer des buts. C'est quand même pas stupide comme idée de donner un des meilleurs buteurs en termes de juste être dans la boîte de Chicharito, même de l'histoire de foot. Il a été toujours quand même un bon joueur dans ce regard. C'est pas stupide comme idée de lui donner ces chances-là et ça marche. Alors, ce que j'aime, c'est leur identité. C'est pas vraiment compliqué comme plan de match. On voit pas par exemple du Guardiola où il y a toutes ces complications, 3-4-3, etc. C'est un 4-3-3, c'est simple, mais on sait ce qu'on a avec le Galaxy. Il joue très effectif. Alors, je suis très impressionné par ça parce que sur l'autre côté, les Whitecaps, par exemple, juste, il peut s'inspirer de comment la Galaxy est en train de trouver des résultats à ce moment. Exact. Et en plus, le Galaxy a fait quand même un recrutement
très français, hein, avec beaucoup de Français qui sont venus, bien évidemment. Et Greg Vanney fait un travail immense du côté du Galaxy. Écoute, moi, j'y croyais pas avant le début de la saison à ce que les voir aussi haut. J'y croyais pas de les voir aussi bons. Mais écoute, il commence à me faire mentir. Puis ça a l'air d'une équipe à suivre de très près cette année en MLS. Une dernière question, on va essayer de ne pas prendre trop de temps là-dessus parce que je sais que tu es capable de m'en parler pendant 1 heure et demie. Marc Dos Santos, c'est quand la dernière chance de Marc Dos Santos? On a comme l'impression que c'est un chat qui a 9 vies, un Marc Dos Santos, mais là, ça commence à être beaucoup. Est-ce que cette année, c'est l'année de trop pour Marc Dos Santos? Ouf, c'est difficile parce que je pense que pour moi, c'est la fin d'année. Tu fais une décision. Si c'est notre saison perdue, c'est quand même justifiable. Si tu prends Ryan Gold dans 2 semaines, tu peux aller au début 2021 et dire, OK, on a un numéro 10, on a des bons joueurs, on joue à la maison, on a un nouveau genre fresh start, comme ils disent. OK. Mais pour moi, pour le futur de Marc Dos Santos, ce que j'ai dit il y a 3 ou 4 matchs, les prochains 10 matchs, c'est très important pour lui parce que il a eu, pendant la pause internationale, il a fait ce qu'il lui appelait son pre-season 2.0, où ils ont tout à fait recommencé. Ils ont eu que 12 joueurs qui sont passés en pause internationale. Bien sûr, Adnan était un parmi ces deux-là. Et puis, on ne va pas parler de la situation Ali Adnan. Je pense que le fait que ce n'est pas plus parlé en MLS, ça montre vraiment que c'est une situation vraiment, franchement, si je peux me permettre de le dire. Pas de visa pour Adnan. Pour ceux qui ne savent pas, il n'a pas le droit de rentrer aux États-Unis parce qu'il est raquin. Voilà, si je peux me permettre de le dire, c'est honteux. C'est honteux pour la Ligue. Je pense le fait que c'est pas assez parlé, c'est vraiment honteux pour la Ligue. Un de leurs joueurs désignés, super joueur, il ne puisse pas rentrer dans le pays juste à cause de son passeport. C'est vraiment honteux. Mais à part ça, c'était juste Cavallini qui était parti pendant la pause internationale. Ils avaient tous leurs joueurs. Par exemple, ils auraient pu, pendant la pause, utiliser Theo Bair et Brian White au lieu de Cavallini, faire un système de jeu qui réussit à donner le ballon à Lucas Cavallini. Il retourne du Canada, il marque des buts pour le fun. Alors pour moi, c'est les prochains 10 matchs déterminent si Marc Dos Santos va être la personne qui continue ce fresh start-là au début de 2022. Parce que s'il continue à ne pas avoir d'identité, pas avoir de résultats, je ne pense pas que tu peux le garder. Franchement, peu importe s'il a eu de la malchance avec ces 2 années-là, c'est comme j'ai dit au début, moi, je reste avec cette... ça applique aussi à Armes. Pourquoi aussi, je pense, lui aussi, il est sur la chaise chaude, comme il dit encore un autre anglicisme. Je ne sais pas si ça s'applique... sur la sellette en français, on dit. Sur la sellette, je vais essayer de me rappeler pour ceci. Peut-être mon père, il va être impressionné avec cette expression-là, mais pour être sur la sellette, peu importe si tu joues au Timbuktu ou si tu joues à Vancouver, le foot, c'est le même. C'est l'opinion que je garde. Même s'ils jouent à Utah, tous les joueurs sont à Utah. Ils ont leur maison à Utah. Ils ont leur famille à Utah. Ils se sont établis à Utah. À un certain point, ils devraient être capables de jouer un jeu cohérent peu importe où ils jouent. Alors, je pense tu peux seulement regarder Marc Dos Santos être la raison pourquoi il ne joue pas comme ça. Clairement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je ne peux pas dire que c'est le talent. Oui, certains, c'est facile à dire, oh, c'est le talent, c'est qui ces joueurs-là. Oui, ils ne sont pas connus, mais quand même, si tu regardes les profils, Cavallini, c'est un super joueur. Même sur une mauvaise équipe, pas mauvaise, mais une équipe médiocre à Puebla, il jouait bien. Son équipe savait comment lui donner des chances et il marquait ces chances-là. Kyle Alexandre, super joueur, super joueur. Deiber Caicedo, un profil très, très intéressant. Colombie, ils réussissent toujours à sortir des bons joueurs. Il a du talent. Dahomey est des bons joueurs. C'est un excellent joueur, comme tu l'as dit, Caicedo. Baldissimo, un bon joueur. Bikel, comme on l'a dit, super numéro 6. Godoy, quand il est à 100%, franchement, en termes de talent, je garde cette perspective-là. En termes de talent, il peut être top 5 défenseur central en MLS, top 10 quand il est là. Ali Adnan, Bruno Gaspar, parmi les meilleurs latéraux en MLS. Crepo, super goal. Tu ne peux pas dire que cette équipe-là a un manque de talent. Tu regardes le banc, ils ont un super banc. Tu ajoutes un numéro 10 à ça, ils ont tous les morceaux. Alors, si
en plus, si Gold vient, ils n'ont pas d'amélioration. Il y a un problème avec Marc Dos Santos. Je peux pas dire. Déjà, il y a un problème avec Dos Santos, mais si lui, il a le joueur qui de si façon désespérée qu'il a besoin, il n'y a pas d'amélioration. Je pense que c'est fini. À un certain point, tu dis où est la ligne, au moins prendre de nouveaux coachs. Juste par exemple, parce qu'on a parlé de ça, imagine Mathias Almeida dans la position de Marc Dos Santos. Oh, wow. Ouais, imagine ça. Mais défensivement, ça fera peur. Déjà que ça fait peur à Vancouver, là, mais juste avec Almeida, ça ferait peur. juste pour idée, imagine Almeida au lieu de Dos Santos. Ouais. Ça se fait un peu penser. Alors, ouais, pour moi, c'est les prochains 10 à 15 matchs. Et ça serait bien si Gord vient juste pour un peu donner cette perspective-là, voir s'il y a vraiment une amélioration. Parce que sinon, ouais, non, je pense que les jours Dos Santos à Whitecaps, je pense qu'ils commencent à avoir une date de finition. C'est fini. Hein? Donc, écoute, donc, juste pour mentionner le classement, donc Vancouver est dernier, avant-dernier en fait, ex-aequo avec Dallas pour la dernière place de la conférence de l'Ouest avec seulement 7 points en 9 matchs. Ils ne sont pas derniers de la Ligue parce que Toronto est avant-dernier de l'Est et de la Ligue avec 5 points en 9 matchs, comme on l'a dit plus tôt. Donc voilà, c'est ça qui va finir et conclure un peu notre podcast de Culture Soccer. Alex Ganguay-Ruzic, s'il te plaît, parle-moi un peu de tes projets, où on peut te rejoindre sur Twitter et tes projets, bien évidemment, ton podcast, ton site web et ainsi de suite pour que les auditeurs de Culture Soccer puissent te suivre. Ah oui, ben merci beaucoup Adi encore pour m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de parler le foot avec toi, j'apprécie toujours. Pour moi, pareil, c'est réciproque pour moi. Pour mes projets, je veux dire Between the Sticks, c'est mon principal. Plutôt les Whitecaps et Canada Soccer. Avec la Gold Cup qui vient, avec les qualifications qui viennent juste de se passer, les Olympiques. Il y a plein de foot canadien dans laquelle je vais parler des deux équipes nationaux féminines et masculines. Et puis Whitecaps, bien sûr. La CPL, je pense que je vais quand même faire des articles peut-être par semaine pour couvrir la CPL. Et puis, à part ça, il y a le Third Sub Podcast avec moi et Samuel Rowan. C'est en anglais avec les Whitecaps et l'équipe Canada et aussi la CPL. On a un épisode qui sort bientôt sur la CanPL. Alors, on couvre ça aussi. Et puis d'autres, j'ai juste quelques projets qui vont sortir, qui sont en secret quand même. J'ai des choses que je suis quand même fier qui vont sortir bientôt. Mais pour trouver ça, parce que bien sûr, je ne peux pas tout dévoiler, Twitter, @Alex Ganguay-Ruzic. Alex, c'est simple, c'est Ganguay, c'est G-A-N-G-U-E. R-U-Z-I-C sur Twitter, tout un mot. Et puis, vous pouvez me trouver là. Mais encore, Hadi, merci beaucoup pour m'avoir invité. Ça fait un très, très grand plaisir. Merci à toi, Alex. C'était très, très intéressant, comme d'habitude, quand on discute de soccer ensemble. Donc voilà, ce sera tout aujourd'hui pour Culture Soccer. Je vais vous dire, passez une excellente semaine et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Soccer.